Et si je vous disais que certains des médicaments les plus puissants au monde ne se trouvent ni dans un flacon de pilule, ni dans une pharmacie? Et si cela poussait sur une bûche pourrie dans la forêt derrière votre maison, accrochée au flanc d'un bouleau, se propageant silencieusement sur l'écorce d'un pin tombé, les champignons, ce royaume qui ne reçoit pas assez de reconnaissance? Alors que tout le monde parle d'herbes et de compléments alimentaires, il existe tout un monde de champignons médicinaux que nos ancêtres connaissaient intimement, que les armées utilisaient sur les champs de bataille, que les médecins de l'Antiquité prescrivaient pour tout, des plaies hémorragiques aux maladies pulmonaires en passant par l'anxiété, et que la science moderne s'efforce aujourd'hui de rattraper. La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous nous gavons de compléments alimentaires synthétiques et de médicaments hors de prix, le sol forestier recèle discrètement des remèdes qui soignent les humains depuis des milliers d'années. Des champignons étayés par de véritables preuves cliniques, des composés que les chercheurs modernes considèrent comme certaines des substances bioactives les plus prometteuses jamais découvertes. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer 20, des champignons qui vont complètement changer votre façon de penser à la guérison naturelle. Restez dans les parages, car le numéro 2 de cette liste a littéralement été trouvé sur une momie vieille de 5000 ans. Et des scientifiques ont confirmé qu'ils le transportaient comme médicament. Et le numéro 17 est actuellement étudié comme une avancée potentielle dans le contrôle de la glycémie. Le genre de recherche que les entreprises pharmaceutiques dépensent des milliards pour tenter de reproduire en laboratoire. Abonnez-vous. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent, d'élargir vos horizons et de retrouver les connaissances en matière de guérison qui relevaient autrefois du bon sens. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 champignons médicinaux oubliés, classés d'impressionnants à absolument extraordinaires. Numéro 1. Amadou, le bandage de champ de bataille. Commençons par l'une des histoires les plus spectaculaires de toute l'histoire des champignons médicinaux. Homus effmentarius. Ce champignon en forme de sabot, très résistant, pousse depuis des milliers d'années sur les arbres morts et mourants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et pendant la majeure partie de cette période, ce n'était pas seulement utile, c'était essentiel. Voilà ce qu'il en est des blessures sur un champ de bataille, au fin fond d'une forêt ou lors d'une partie de chasse, loin de tout secours. Le premier problème n'est pas l'infection, c'est le saignement. Et Amadou a résolu ce problème mieux que presque tout ce qui existait déjà pendant la majeure partie de la histoire de l'humanité. La chair interne de ce champignon, une couche spongieuse et feutrée appelée trauma, est l'un des matériaux naturels les plus absorbants jamais utilisés en médecine. Les chirurgiens et les spécialistes de la cicatrisation le préparaient en le faisant bouillir, en le séchant et en le pilant pour obtenir une matière souple et malléable qui pouvait être appliquée directement sur une plaie saignante. Il absorbait rapidement le sang, exerçait une légère pression et contribuait à déclencher la coagulation. Les chirurgiens européens de l'Antiquité l'utilisaient comme ce que nous appellerions aujourd'hui un pansement hémostatique. Mais Amadou ne s'est pas arrêté au saignement. Le matériau traité possède également des propriétés antimicrobiennes avérées, ce qui signifie qu'il contribue à protéger les plaies contre l'infection tout en arrêtant le saignement. Un pansement primitif et un antiseptique en un. C'est également de là que vient le mot « allume-feu ». L'amidon capte les étincelles comme peu d'autres matériaux, ce qui en fait l'un des premiers matériaux utilisés par l'homme pour allumer un feu. Les mêmes propriétés qui lui permettent d'absorber le sang lui permettent d'enflammer et de conserver une flamme. En deuxième lieu, le polyorex de bouleau, un remède vieux de 5000 ans. Celui-ci est extraordinaire. En 1991, un corps congelé a été découvert dans les Alpes, entre l'Autriche et l'Italie. Ötzi, l'homme des glaces, un homme vieux de 5300 ans conservé dans la glace glaciaire. L'une des découvertes archéologiques les plus remarquables de l'histoire.
Et parmi les choses qu'il transportait, ses outils, ses armes, ses vêtements, les chercheurs ont trouvé 2 morceaux de champignons polypores du bouleau, Phomatopsis betulina, enfilés sur un cordon de cuir. Ils ne le transportaient pas comme nourriture. L'analyse a confirmé qu'ils le transportaient comme médicament. Utsi avait également des parasites intestinaux, notamment des trichures. Et le polyorex de bouleau contient des composés aux effets antiparasitaires documentés. Les chercheurs pensent qu'il s'automédiquait une infection intestinale avec l'un des champignons polypores les plus courants dans les forêts de bouleau. Il y a 5000 ans, quelqu'un a compris le rôle de ce champignon. Les recherches modernes ont confirmé ce qu'Utsi savait apparemment. Les extraits de polyores de bouleau présentent une activité antibactérienne, des effets antiparasitaires et des propriétés anti-inflammatoires. Ce champignon contient de l'acide agyrique et d'autres composés bioactifs qui possèdent un véritable potentiel thérapeutique. Certaines recherches suggèrent même des propriétés immunomodulatrices, renforçant la capacité du corps à lutter contre l'infection de l'intérieur. Ce champignon pousse presque exclusivement sur les bouleaux, formant des supports lisses en forme de rein avec une face inférieure blanche. On le trouve dans tout l'hémisphère nord, partout où poussent les bouleaux. Vous en avez probablement croisé des centaines. Numéro 3. Le coquillage de l'artiste, le sculpteur immunisé. Le Ganoderma aplanatum, ou conque d'artiste, doit sa renommée à 2 choses. L'une scientifique, l'autre délicieusement étrange. Le plus étrange d'abord. La surface de ce grand champignon en forme de polypore brunit lorsqu'on la gratte. Les artistes l'utilisent depuis des siècles comme support naturel. Dessins, gravures et peintures sur la face inférieure claire pour créer une œuvre d'art permanente. C'est ainsi qu'il a reçu son nom. Mais l'aspect médical est le plus important. Le lambi est un proche parent du raiyi, le champignon légendaire de l'immortalité en médecine chinoise. Et il partage plusieurs des composés bioactifs les plus importants de Ray. Le corps de fruits est riche en trimères et en polysaccharides, notamment en bêta-glucanes, qui ont des effets immunomodulateurs documentés. Ce ne sont pas des stimulants immunitaires au sens strict. Ce sont des modulateurs, des composés qui aident à calibrer votre réponse immunitaire, en l'amplifiant lorsque vous devez combattre une infection et en réduisant potentiellement l'inflammation inappropriée. Dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord, ce champignon était traditionnellement utilisé pour traiter l'inflammation, la douleur et renforcer le système immunitaire en général. La médecine traditionnelle d'Europe de l'Est l'utilisait de la même manière. La constance de cet usage entre des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles est l'un des signaux les plus forts en ethnobotanie, ou dans ce cas en ethnomicroécologie, qu'il se passe quelque chose de réel. Ce champignon pousse sur des arbres à bois durs partout dans le monde, atteignant souvent des tailles impressionnantes. C'est une plante vivace. L'ajout d'une nouvelle couche de croissance chaque année signifie qu'une seule grande conque d'artiste représente des années d'activité biologique accumulées. Numéro 4. Poria Phuing, le calme dans la tempête. Celle-ci provient d'une des traditions médicales les plus anciennes et les plus sophistiquées au monde. Le Poria, connu en médecine traditionnelle chinoise sous le nom de Fuling, est le sclérodium séché, essentiellement le corps de stockage souterrain de Wolfaporia extens, un champignon qui pousse sur les racines des pins, et il est utilisé en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas un remède populaire tombé dans le oubli. Le Fuing apparaît dans les plus anciens textes médicaux chinois qui nous soient parvenus et est encore prescrit aujourd'hui par les praticiens. Pourquoi? Parce que cela fait quelque chose d'inhabituel. Il semble agir autant sur le système nerveux que sur le système immunitaire. Traditionnellement, on prescrivait des farces pour traiter l'anxiété, l'agitation, les palpitations, l'insomnie et l'agitation mentale. Il était considéré comme un médicament calmant, quelque chose qui rétablissait l'équilibre du système nerveux sans sédater ni engourdir l'esprit. Les recherches modernes
commencent à comprendre pourquoi. Les polysaccharides contenus dans le poria semblent moduler les récepteurs GABA, les mêmes récepteurs que ciblent les médicaments anxiolytiques, ce qui pourrait expliquer les effets calmants observés depuis des siècles par les herboristes traditionnels. Au-delà du système nerveux, la consommation d'alcool a des effets bien documentés sur la digestion et l'équilibre hydrique de l'organisme. Il était utilisé contre les ballonnements, la diarrhée, les difficultés à uriner et ce que la médecine traditionnelle chinoise décrit comme de l'humidité, essentiellement un mauvais métabolisme des fluides. Les recherches modernes confirment ses propriétés diurétiques et ses effets bénéfiques sur la flore intestinale. Les sclérosies sont dures et denses et semblant à une noix de coco ou à une grosse truffe. On les utilise généralement séchées et réduites en poudre pour préparer des infusions ou des teintures. Le goût est doux et agréable. Numéro 5. L'agaracon, le protecteur pulmonaire oublié. Nous entrons maintenant en territoire rare. Le agaracon loris est l'un des champignons médicinaux les plus anciens et les plus vénérés au monde, et aussi l'un des plus rares. Cet énorme champignon en forme de console, à l'aspect crayeux, pousse exclusivement sur les vieux conifères, notamment le mélèze et le sapin, et peut vivre plus de 75 ans. En raison de l'exploitation forestière catastrophique des forêts anciennes, l'agaracon est aujourd'hui extrêmement difficile à trouver à l'état sauvage. Les anciens Grecs l'appelaient l'élixir de longue vie. Les peuples autochtones du nord-ouest du Pacifique sculptaient l'agricon en forme sacrée et l'utilisaient à des fins médicinales depuis des générations. Son principal usage traditionnel, constant dans toutes les cultures qui l'ont rencontré, concernait les maladies pulmonaires, la tuberculose, la toux chronique, la pneumonie, ce que nous appellerions aujourd'hui des infections de type tuberculose. Les recherches modernes ont justifié cet usage de manière spectaculaire. Des chercheurs étudiant des extraits d'agaric ont découvert de puissantes propriétés antivirales, notamment une activité contre les souches de la grippe et, dans certaines recherches préliminaires, contre d'autres virus respiratoires. Semblerait que ces composés bioactifs interfèrent avec la réplication virale d'une manière qui a suscité un vif intérêt scientifique. Paul Stamets, sans doute le microbiologiste le plus éminent au monde, a plaidé en faveur de la préservation et du potentiel de recherche du garacon, notamment dans le contexte de la préparation aux pandémies. Le profil antiviral de ce champignon est considéré comme suffisamment important pour qu'il soit étudié dans de grands instituts de recherche. Numéro 6. La dent du diable, le champignon saignant. Si vous recherchez un champignon à l'allure digne d'un film d'horreur et aux propriétés médicinales véritablement remarquables, découvrez la dent du diable. Idenellum piqui produit ce qui ressemble indubitablement à du sang. Les jeunes corps en période de frai laissent suinter un liquide rouge vif par leurs pores en milieu humide. Un phénomène si spectaculaire que ce champignon est également connu sous le nom de champignon de la dent saignante ou champignon fraise crème. C'est l'un des organismes les plus choquants visuellement du monde naturel. Mais la biochimie, c'est ça le vrai sujet. Des chercheurs analysant le pigment rouge de la dent du diable ont découvert qu'il contient un composé présentant des similitudes structurelles avec l'hépérine, l'un des médicaments anticoagulants les plus importants de la médecine moderne. Il a été démontré en laboratoire que ce composé, latin, possède des propriétés anticoagulantes et antibactériennes. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un champignon a évolué pour produire une substance chimiquement apparentée à l'une de nos interventions médicales les plus importantes. Et elle était là, tout simplement, sur le sol des forêts tempérées, attendant que quelqu'un la regarde de plus près. L'utilisation traditionnelle de la dent du diable est limitée. C'est amer et non comestible. Mais les praticiens de la médecine traditionnelle dans certaines régions d'Europe connaissaient ses propriétés et utilisaient des préparations à base de cette plante pour traiter les troubles circulatoires. Les recherches modernes confirment aujourd'hui le fondement biologique des observations de ces praticiens.
La dent du diable pousse en Amérique du Nord et en Europe, généralement dans les forêts de conifères et les forêts mixtes. C'est un champignon terrestre, et non un polypore, et ses épines blanches dentelées situées sous sa base lui donnent une apparence surnaturelle. Il s'agit de l'un des champignons les moins étudiés de cette liste, et c'est précisément pour cela qu'il est important. C'est un rappel que le sol forestier recèle encore des secrets chimiques que la médecine moderne n'a pas encore pleinement explorés. Numéro 7. Branchie fendue est l'entraîneur immunitaire universel. Voici une chose remarquable à propos des branchies fendues. Commune schizophile. C'est l'un des champignons les plus répandus sur la planète. On la trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique, sur des milliers d'espèces d'arbres hôtes, aussi bien dans les forêts tropicales humides que dans les forêts tempérées. Il s'agit de l'un des organismes les plus diversifiés génétiquement jamais étudiés, avec des milliers de types d'accouplements distincts, et il produit l'un des composés immunologiques les plus étudiés en microbiologie. La schizophiline, un polysaccharide bêta-glucane extrait de branchies fendues, a été largement étudié pour ses propriétés immunomodulatrices, notamment dans le contexte du traitement du cancer. Au Japon, la schizophiline est effectivement utilisée comme traitement adjuvant approuvé pour certains cancers, administré en parallèle de la chimiothérapie et de la radiothérapie pour soutenir la fonction immunitaire pendant le traitement. Le mécanisme est similaire à celui que l'on observe chez d'autres champignons médicinaux. Les bêta-glucanes interagissent avec les récepteurs des cellules immunitaires, entraînant et calibrant la réponse immunitaire. Mais la schizophiline a été étudiée plus rigoureusement que la plupart des autres traitements, des essais cliniques menés au Japon ayant démontré des bénéfices sur les taux de survie et la qualité de vie lorsqu'elle est utilisée en complément des traitements conventionnels contre le cancer. Ce n'est pas un remède, c'est un outil, un moyen de soutenir la capacité de votre système immunitaire à faire son travail lorsqu'il est soumis à un stress extraordinaire. L'utilisation traditionnelle des branchies fendues était principalement réservée au système de médecine traditionnelle tropicale pour traiter les affections cutanées et les infections. Les larges propriétés antimicrobiennes du champignon. Sa capacité à pousser sur pratiquement n'importe quel substrat suggère une chimie défensive naturelle que les guérisseurs traditionnels apprennent à appliquer. Numéro 8. Bonnet violet. Les antioxydants présents dans les plantes à la beauté et à la médecine violette ne se recoupent pas toujours dans le monde fongique, mais la Cinnarie violette, Cinnarius viaaceus, est une rare exception. Ce magnifique champignon est l'un des rares organismes de couleur violette véritable dans la nature. Son chapeau, ses lamelles, son pied et même ses spores arborent un pigment bleu-violet, profond et saturé, qui le rend immédiatement reconnaissable sur le sol forestier. Et ce pigment n'est pas seulement beau, il est biologiquement actif. Les composés violets présents dans le tribunal appartiennent à une classe de molécules possédant une activité antioxydante significative. Des chercheurs étudiant les pigments présents dans cette espèce de Cortaria et d'autres espèces apparentées ont identifié des composés possédant des propriétés de piégeage des radicaux libres, le mécanisme biologique à l'origine des effets antioxydants. Certains de ces composés sont spécifiques à ce genre et ne se retrouvent nulle part ailleurs dans la nature. Les connaissances traditionnelles des cultures de cueillette indigènes d'Europe du Nord et de Russie associaient les champignons aux couleurs intenses à un pouvoir médicinal accru. Bien que ce ne soit pas une méthodologie scientifique, dans le cas de la coprin chevelue violette, cela s'avère être la bonne direction. Le pigment est le médicament. La coprin chevelu violet est un champignon mycorhizal, ce qui signifie qu'il vit en symbiose avec les racines des arbres et ne peut pas être cultivé commercialement. Elle pousse dans les anciennes plages et les forêts de conifères, ce qui la rend véritablement rare et difficile d'accès. Cela limite son utilisation pratique, mais cela prouve qu'il existe encore des composés médicinaux dans les champignons sauvages
que nous n'avons même pas encore commencé à caractériser. Cela nous rappelle que le monde naturel est encore infiniment plus complexe chimiquement que tout ce que nous avons synthétisé. Et parfois, cette alchimie se manifeste par des couleurs extraordinaires. Numéro 9. Champignon amadouvier. Le feu et la guérison réunis. Le même champignon qui a permis à la civilisation humaine de se réchauffer pendant des milliers d'années a également contribué à la cicatrisation des blessures. Voilà un double héritage remarquable. Le champignon amadouvier, étroitement apparenté à l'amadou, mais possédant sa propre histoire et ses propres usages, était le matériau essentiel pour allumer le feu chez l'humanité pré-industrielle. Avant les allumettes, avant les briquets, avant le silex et l'acier fiable, la chair intérieure transformée de ce champignon captait et conservait une étincelle mieux que pratiquement tout autre produit disponible. Des sites archéologiques à travers l'Europe et l'Asie témoignent de l'utilisation du champignon amadouvier pour faire du feu depuis des dizaines de milliers d'années. Mais l'histoire de l'incendie n'est pas l'histoire médicale. Cela provient des mêmes propriétés qui l'ont rendu utile pour les flammes. Le matériau d'amadou transformé, comme l'amadou, est très absorbant et possède des propriétés antimicrobiennes avérées. En Europe du Nord et de l'Est, les praticiens de la médecine traditionnelle l'utilisaient pour panser les plaies et arrêter les saignements. Ce matériau pourrait être appliqué contre une plaie pour absorber le sang, exercer une légère pression et réduire le risque d'infection. Le même cas d'utilisation que pour l'amadou d'une espèce de champignon polypore étroitement apparenté. Il existe également une tradition, notamment dans la médecine populaire d'Europe de l'Est, d'utiliser des préparations à base de champignons d'amadouvier pour soulager les douleurs articulaires et les affections inflammatoires. Le mécanisme exact n'est pas entièrement caractérisé, mais les composés anti-inflammatoires présents dans cette famille de champignons étayent cette hypothèse. Ce qui rend le champignon amadouvier si particulièrement intéressant, c'est qu'il représente un pont entre l'utilité et la médecine dans l'histoire de l'humanité. Le même objet qui vous a servi à allumer votre feu pourrait soigner vos blessures. Dans un monde où la survie dépendait de l'efficacité, ce type de connaissance polyvalente était inestimable. Numéro 10. Le pied jaune, la vitamine d'hiver. La plupart des champignons apparaissent après l'été. Le yellowfoot suit l'hiver. Craterellis tubiformis, également appelé chanterelle en entonnoir ou chanterelle d'hiver, fructifie à la fin de l'automne et pendant tout l'hiver, perçant les feuilles mortes et la mousse dans les forêts de conifères, alors que la plupart des autres champignons se sont retirés depuis longtemps. Il est petit, délicat et facile à manquer. Mais sur le plan nutritionnel et médical, ses performances sont bien supérieures à ce que son poids laisse supposer. Le composé clé ici est la vitamine D. Le champignon à pieds jaunes est l'une des sources naturelles les plus riches en vitamine D parmi les champignons sauvages. Et comme elle pousse en automne et en hiver, lorsque la lumière du soleil est la plus faible et que la production humaine de vitamine D est au plus bas, elle apparaît précisément au moment où les gens en avaient historiquement le plus besoin. C'est l'un de ces cas où le timing de la nature semble presque délibéré. La carence en vitamine D est épidémique dans les populations modernes et est associée à une altération du système immunitaire, à des troubles de l'humeur, à une perte osseuse et à des problèmes métaboliques. Pour les communautés forestières du nord de l'Europe et de l'Amérique du Nord, le libellule à pattes jaunes, dont la nourriture était consommée à la fin de l'automne, pouvait constituer une source importante de cet élément nutritif essentiel durant les mois sombres de l'année. Outre la vitamine D, le pied jaune contient des polysaccharides aux propriétés immunostimulantes et un profil antioxydant important. Les cultures traditionnelles de cueillette en Scandinavie et en Europe du Nord l'appréciaient beaucoup comme aliment et tonique de fin de saison. Maintenant, si vous trouvez cela précieux et que vous commencez à réaliser à quel point le savoir curatif était enfoui dans la forêt depuis tout ce temps, rendez-moi un grand service.
cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre d'autres personnes qui en ont assez d'entendre dire que la nature ne peut pas guérir et qui sont prêtes à renouer avec une médecine qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes autonomes qui choisissent le savoir plutôt que la dépendance. J'adorerais vous avoir parmi nous. Continuons, car nous arrivons au cas vraiment extraordinaire. Numéro 11. Champignon noir du sabot. Le programme de lutte contre les tumeurs en Asie de l'Est, en Corée du Sud et au Japon. Ce champignon est étudié sérieusement en recherche oncologique depuis des décennies. En Occident, presque personne ne sait que cela existe. Le champignon à sabot noir Felinus lynteus se développe sous forme de supports durs, en forme de sabots sur les mûriers et autres bois durs à travers l'Asie de l'Est. Elle est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle coréenne et japonaise, notamment pour renforcer l'immunité et traiter ce que les praticiens traditionnels décrivaient comme des accumulations, une catégorie qui incluait historiquement les tumeurs. Les recherches modernes ont fait de Felinus lynteus l'un des champignons médicinaux les plus étudiés dans le cadre de la recherche sur le cancer. Ce champignon contient une gamme particulièrement riche de polysaccharides et de protéoglycanes qui présentent une activité immunomodulatrice, ainsi que des composés qui ont montré des effets anti-angiogéniques dans des contextes de recherche, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec le processus par lequel les tumeurs développent de nouveaux apports sanguins. Des études menées en Corée et au Japon ont examiné les extraits de Felinus lynteus, seuls ou en association avec des thérapies anticancéreuses conventionnelles, avec des résultats montrant une fonction immunitaire améliorée, une activité antioxydante et, dans certains cas, une amélioration des résultats lorsqu'ils sont utilisés comme traitement d'appoint. Il ne s'agit pas d'une affirmation selon laquelle le champignon noir du sabot guérit le cancer. Ce n'est pas ce que disent les recherches et ce n'est pas ce qui est suggéré ici. Ce que la recherche suggère, c'est que ce champignon possède une véritable activité biologique, que les médecins traditionnels reconnaissaient empiriquement et que la science moderne caractérise désormais en détail. Le champignon noir du sabot représente le point de rencontre fascinant entre l'observation ancienne et la recherche oncologique moderne. Le fait que la médecine traditionnelle coréenne et japonaise ait identifié ce champignon comme ayant une importance médicale pour des affections que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant immunisées n'est pas une coïncidence. C'est une preuve. Numéro 12. Polyorène réineux. Résine anti-inflammatoire naturelle. Ichnoderma resinosum ne possède pas de nom commun spectaculaire. Elle n'a pas d'histoire célèbre. Ce qui la caractérise, c'est la chimie. Ce champignon en forme de polypore que l'on trouve sur les troncs de feuillus et de conifères dans tout l'hémisphère nord, produit un exsudase résineux caractéristique à partir de ses pores, surtout lorsqu'il est jeune. L'odeur est riche et complexe, presque comme de l'anis ou de la réglisse. Et c'est cette chimie complexe qui la rend intéressante sur le plan médical. Des chercheurs étudiant l'Ichnoderma resinosum ont découvert toute une gamme de composés bioactifs, notamment des acides phénoliques et des terpénoïdes, qui ont démontré une activité anti-inflammatoire en laboratoire. Son potentiel anti-inflammatoire le place dans la même catégorie fonctionnelle que des champignons médicinaux plus connus, mais cette espèce a été beaucoup moins étudiée, ce qui signifie que son profil chimique complet reste largement inexploré. Dans certaines régions d'Europe de l'Est et de Russie, les praticiens de la médecine traditionnelle utilisaient des préparations à base de polyore réinique pour soulager les douleurs et les inflammations articulaires. Situations dans lesquelles les composés anti-inflammatoires seraient logiquement bénéfiques. Faute des recherches cliniques rigoureuses dont ont bénéficié d'autres champignons, ces usages restent du domaine du savoir traditionnel plutôt que de la médecine confirmée.
Mais les résultats préliminaires en matière de chimie incitent à les prendre au sérieux. Ce que représente le polyiore réineux est important. Cela nous rappelle que nous avons à peine effleuré le sujet de la médecine antifongique. Les espèces qui ont fait l'objet de recherches approfondies ne représentent qu'une infime fraction des millions d'espèces fongiques estimées sur Terre. L'espace chimique que nous n'avons pas encore exploré est immense. Et quelque part dans cet espace inexploré se trouvent presque certainement des médicaments dont nous avons désespérément besoin. Numéro 13. Le champignon hérisson. Le soutien nerveux en pleine nature. La plupart des gens associent les champignons aux propriétés stimulantes pour le système nerveux à la crinière de lion. Mais le champignon à crinière de lion n'est pas le seul champignon de la forêt à contenir des composés bénéfiques pour la santé neurologique. Le champignon hérisson, ou Rapandum caché, doit son nom aux dents ou épines distinctives présentes sur sa face inférieure, au lieu des lamelles ou des pores auxquels on pourrait s'attendre. C'est un ingrédient recherché, doux, au goût de noisette et polyvalent en cuisine. Mais c'est son profil médicinal qui est pertinent ici. Le champignon hérisson contient des composés dont l'activité antioxydante a été démontrée. Des recherches préliminaires suggèrent la présence de molécules bioactives présentant des similitudes structurelles avec celles présentes dans la crinière de lion qui favorisent ce que les chercheurs appellent une activité neurotrophique, soutenant ainsi la santé et la croissance des cellules nerveuses. Ces recherches sont encore préliminaires, mais le lien biochimique est bien réel. Les cultures traditionnelles de cueillette en Europe et en Amérique du Nord ne faisaient pas la distinction entre les plantes comestibles et les plantes médicinales, comme nous le faisons aujourd'hui. Un champignon nourrissant, sûr et riche en nutriments était, par définition, médicinal. Le champignon hérisson était un aliment précieux en fin de saison, précisément parce qu'il restait ferme et résistait mieux au ver que la plupart des champignons comestibles, ce qui en faisait une source nutritionnelle fiable lorsque les autres champignons s'étaient détériorés. C'est sous l'angle neurologique que les recherches futures pourraient s'avérer les plus intéressantes. Compte tenu de l'intérêt scientifique actuel porté aux composés dérivés des champignons pour la santé cérébrale, le soutien cognitif et même les affections neurodégénératives, le champignon hérisson mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en reçoit actuellement. C'est le remède discret du sous-bois, pourtant bien visible lors de chaque promenade en forêt en automne. Numéro 14. Velvet Shank, le stimulant immunitaire par temps froid. Voilà quelque chose qui semble presque délibéré dans le monde naturel. L'un des champignons les plus efficaces pour renforcer le système immunitaire pousse en plein hiver, lorsque celui-ci est le plus sollicité. Le flamanteau à pattes veloutées, dans sa forme sauvage, émerge des arbres feuillus morts à la fin de l'automne et en hiver, poussant parfois à travers la glace et la neige. Vous avez très certainement déjà rencontré sa forme cultivée. Champignon ininois, ces délicats filaments blancs que l'on retrouve dans la cuisine d'Asie orientale. Mais la forme sauvage est une créature différente. À chapeau orange, à tige veloutée et nettement plus riche en propriétés médicinales que sa cousine cultivée au thym pâle. La tige en velours sauvage est riche en antioxydants et contient des polysaccharides aux propriétés immunomodulatrices documentées. La médecine traditionnelle japonaise et chinoise l'utilisait pour soutenir le foie, soulager les troubles digestifs et améliorer la vitalité générale. Les recherches modernes se sont concentrées sur sa teneur en flamuline, une protéine aux propriétés antitumorales démontrées en laboratoire, ainsi que sur son profil antioxydant général et son soutien immunitaire. Le moment choisi est important et devrait nous inciter à réfléchir plus sérieusement aux connaissances traditionnelles en matière de cueillette. Les communautés qui récoltaient le velours de peau pendant l'hiver ne trouvaient pas seulement de la nourriture. Ils bénéficiaient d'un soutien immunitaire au moment précis où les maladies hivernales atteignaient leur pic. Qu'ils aient compris le mécanisme ou qu'ils aient simplement constaté que les personnes qui en consommaient tombaient moins malades, l'effet était réel.
Numéro 15. La foliote écailleuse, l'antimicrobien oublié. Le Folio sclerosa n'est pas un beau champignon. Son chapeau est recouvert d'écailles grossières et recourbées vers le haut. Ça sent fortement l'ail ou le radis. Elle pousse en touffes denses à la base des arbres à feuilles caduques. La plupart des cueilleurs passent leur chemin. Ce n'est pas considéré comme un aliment de qualité, et sa forte odeur rebute les gens. Mais cette même chimie agressive qui le rend désagréable à manger le rend intéressant d'un point de vue médical. L'activité antimicrobienne de la foliote écailleuse a été étudiée, et les chercheurs ont constaté que ces extraits présentent des effets inhibiteurs contre plusieurs souches bactériennes. Les composés volatiles puissants responsables de son odeur caractéristique, des composés organosulfurés similaires à ceux de l'ail, contribuent probablement à ce profil antimicrobien. Les plantes et les champignons qui dégagent une forte odeur le font souvent comme mécanisme de défense chimique, et les défenses chimiques sont fréquemment la source de composés médicinaux. La médecine populaire traditionnelle européenne comprenait des préparations à base de foliote écailleuse pour traiter les infections, notamment par voie topique pour les infections cutanées et le traitement des plaies. La logique antimicrobienne justifie ces utilisations même si les preuves cliniques sont limitées. Ce qui rend la foliote écailleuse digne d'être mentionnée dans une conversation sur les champignons médicinaux, c'est précisément ceci. L'idée selon laquelle seuls les champignons beaux et au goût doux ont une valeur médicinale est fausse. Certains des composés bioactifs les plus puissants du règne fongique proviennent d'espèces ignorées précisément parce qu'elles sont peu attrayantes ou rebutantes. Le médicament se fiche d'être élégant. Ça marche, tout simplement. Numéro 16. Champignons du steak de bœuf. L'anomalie cardiaque saine. Le champignon à steak de bœuf, Fistellina ashpatica, est l'un des organismes les plus étranges de la forêt. Il pousse sur les chênes et les châtaigniers et ressemble indubitablement à du foie de bœuf cru. Chair rouge, brun, rougeâtre, suintant un liquide rouge foncé par ses pores. La ressemblance est si frappante que des générations de cueilleurs ont été surprises de la découvrir. Mais l'aspect médical est moins visuel et plus biochimique. Le champignon de la saisie a l'une des teneurs en antioxydants les plus élevées de tous les champignons sauvages étudiés. Il contient des niveaux importants de vitamine C, ce qui est inhabituel chez les champignons, et ses composés pigmentaires rouges ont démontré une activité de piégeage des radicaux libres. En France et en Angleterre, on l'utilisait traditionnellement comme aliment tonique, consommé régulièrement pour ses bienfaits sur la santé et la vitalité, notamment en automne, saison de sa fructification. L'aspect cardiovasculaire provient de son profil antioxydant combiné à des composés qui présentent une activité anti-inflammatoire. On sait aujourd'hui que l'inflammation chronique est un facteur déterminant des maladies cardiovasculaires, et les aliments et médicaments anti-inflammatoires ont toute leur place dans les stratégies de santé cardiovasculaire. Par ailleurs, le champignon de bœuf a une saveur plus douce que son apparence ne le suggère, légèrement acide et tannique en raison des tanins contenus dans sa chair, et était traditionnellement consommé cuit ou mariné. En tant qu'aliment fonctionnel, il se situe à la croisée de la nutrition et de la médecine, ce qui rend cette distinction quelque peu artificielle. C'est le médicament qui paraissait si étrange. Les gens ont oublié de se demander ce que cela faisait réellement. Numéro 17. Casquette Shaggy Inc. La révolution pour la glycémie. Et nous voici au numéro 17, celui dont je parlais au début. Capuchon d'encre hirsute. Coprinus comatus est un champignon remarquable et caractéristique. Grand, blanc, cylindrique, avec des écailles hirsutes sur le chapeau qui devient complètement noir et liquéfié à mesure que le champignon mûrit, s'autodigérant pour libérer des spores dans un processus appelé déloquescence. C'est inhabituel et spectaculaire, mais c'est la biochimie qui enthousiasme véritablement les chercheurs. Des études sur les extraits de coprins chevelus ont permis de découvrir des composés qui présentent des effets hypoglycémiants significatifs,
c'est-à-dire qu'ils abaissent la glycémie. Des recherches sur des modèles animaux et des études préliminaires chez l'homme ont permis d'identifier le mécanisme. Il semblerait que les composés présents dans le champignon agissent sur les voies de signalisation de l'insuline, améliorant ainsi la réponse de l'organisme au glucose d'une manière qui ressemble à l'action de certains médicaments contre le diabète. En Chine, où le Caprinus catus a été le plus étudié, les chercheurs ont découvert que les polysaccharides de ce champignon peuvent réduire la glycémie à jeun et améliorer la tolérance au glucose. L'effet semble suffisamment constant pour que certains praticiens de la médecine traditionnelle chinoise l'aient utilisé spécifiquement pour ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le diabète de type 2 et le prédiabète. C'est très important. Le diabète de type 2 est l'une des affections les plus répandues et les plus coûteuses du monde moderne. La recherche pharmaceutique sur la gestion de la glycémie représente un secteur d'activité de plusieurs milliards de dollars. Voici un champignon commun et répandu que l'on trouve dans l'herbe, les jardins, les sols remués et au bord des routes dans tout le hémisphère nord. Les effets du coprin chevelu sur la glycémie étant documentés et largement ignorés par la médecine occidentale, il doit être consommé ou transformé très frais. Elle commence à s'autodigérer quelques heures après la récolte. Mais la recherche sur les extraits contourne cette limitation. Il s'agit de l'un des champignons médicinaux les plus prometteurs de cette liste et de l'un des plus sous-estimés. Numéro 18. Oreille nuageuse, le transporteur de sang. L'auricularia polyrae, ou oreille de nuage, est un proche parent sauvage du champignon oreille de bois, commun dans la cuisine et la médecine traditionnelle d'Asie orientale depuis des siècles. Il pousse sur du bois dur mort dans toute l'Asie, l'Afrique et le Pacifique, et possède un corps gélatineux semi-translucide en forme d'oreille caractéristique. La médecine traditionnelle chinoise, elle utilise également pour quelque chose de très précis, la santé du sang et la circulation sanguine. La médecine traditionnelle chinoise classe l'oreille nuageuse parmi les toniques sanguins, quelque chose qui améliore la qualité et la circulation du sang dans le corps. Les recherches modernes ont en effet identifié un mécanisme plausible. L'oreille de nuage contient des polysaccharides qui présentent des propriétés anticoagulantes, réduisant la viscosité sanguine et améliorant potentiellement la circulation, ce qui pourrait être bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Des recherches ont également montré que les extraits d'oreille de nuage abaissent les niveaux de cholestérol chez les animaux et présentent une activité anti-inflammatoire. L'association d'effets améliorant la circulation et réduisant le cholestérol en ferait un produit réellement pertinent pour la santé cardiovasculaire. C'est précisément la catégorie dans laquelle la médecine traditionnelle chinoise l'a classé des siècles avant que quiconque ne comprenne les mécanismes moléculaires. L'oreille de nuage est également exceptionnellement riche en fer, ce qui la rend utile sur le plan nutritionnel pour le maintien de globules rouges sains. Un autre lien avec la classification traditionnelle des toniques sanguins qui s'avère avoir une base rationnelle. On le trouve facilement séché dans les épiceries asiatiques du monde entier, ce qui en fait l'un des champignons les plus accessibles de cette liste. Le problème, c'est que la plupart des gens l'achètent pour cuisiner, sans savoir qu'ils ingèrent également des siècles de médecine cardiovasculaire dans chaque bol. Numéro 19. Conque à ceinture rouge, la pharmacie sauvage. Le strombe à ceinture rouge, Phomatopsis panicula, est l'un des champignons polypores les plus communs et les plus répandus dans l'hémisphère nord. Promenez-vous dans pratiquement n'importe quelle forêt de conifères matures d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie du Nord, et vous la trouverez vaste, dense, avec une ceinture rouge ou orange caractéristique en bordure. Et pendant la majeure partie de l'histoire humaine dans les climats nordiques, il a été considéré comme un médicament. Les traditions de médecine populaire en Europe du Nord, en Russie et chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord utilisaient le lambi à ceinture rouge pour traiter les infections internes et externes. On préparait des préparations à partir de la chair séchée, utilisées en application locale pour les infections cutanées et les plaies,
et par voie interne sous forme de tisane contre la fièvre et les infections systémiques. Le bien-fondé de l'action antimicrobienne est solide. Des recherches ont confirmé que les extraits de conque à ceinture rouge possèdent une activité antibactérienne et antifongique contre de multiples agents pathogènes. Outre ses effets antimicrobiens, le lambi à ceinture rouge contient d'importants composés anti-inflammatoires. Les trurarpénoïdes isolés du champignon ont montré une activité comparable à celle de certains agents anti-inflammatoires pharmaceutiques en laboratoire. Une découverte qui donne aux usages traditionnels contre la douleur et la fièvre une base biochimique crédible. Certaines traditions indigènes utilisaient également le lambi à ceinture rouge pour traiter les troubles digestifs, et des recherches émergentes suggèrent que ces composés possèdent des propriétés prébiotiques qui favorisent des communautés microbiennes intestinales saines. Numéro 20. Le polyorème de Dyer et la chimie cachée de la couleur. Et nous voici arrivés au dernier. Et tout comme l'aspirine originale de notre vidéo sur les plantes compagnes, ce dernier champignon recèle une histoire plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Le chouinitzi, en polyore de Dyer, est principalement connu des menuisiers et des artistes textiles. Elle produit des teintures naturelles extraordinaires, des dorés, des verts et des bruns, riches selon le mortier utilisé, et est utilisée par les teinturiers traditionnels depuis des siècles. Les couleurs sont magnifiques et permanentes, mais ceux qui ne l'appréciaient que pour sa couleur passaient à côté de la moitié de l'histoire. Les mêmes composés pigmentaires qui produisent ces colorants remarquables sont biologiquement actifs. Les recherches sur le polyore de Dyer ont permis d'identifier des dérivés d'histopétine et d'autres composés phénoliques aux propriétés antimicrobiennes documentées, notamment contre les agents pathogènes bactériens et fongiques. Les composés qui ont évolué pour protéger les tissus du champignon contre les attaques microbiennes s'avèrent médicalement intéressants pour exactement la même raison. Les cultures traditionnelles du nord-ouest du Pacifique et de certaines régions d'Europe qui utilisaient ce champignon pour se suicider le utilisaient également, dans certains cas, à des fins médicinales, pour traiter les infections et les inflammations. Cette double utilisation n'est pas surprenante une fois qu'on comprend que la chimie des couleurs et la chimie bioactive sont identiques. Le polyore de Dyer représente l'argument final parfait pour tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous observons la nature et nous voyons ce qui est immédiatement utile. Une couleur, une saveur, une matière. On prend ce dont on a besoin et on arrête de chercher. Mais la chimie du monde naturel est infiniment plus complexe que toute utilisation unique que nous lui attribuons. La teinture est le médicament. La nourriture est un tonique. Ce que vous enjambez lors d'une promenade en forêt pourrait bien être le remède que vous cherchiez. Nos ancêtres n'avaient pas de laboratoire, mais ils avaient le temps, l'observation et le savoir accumulé par des générations attentives. Chaque champignon de cette liste était connu de quelqu'un, utilisé par quelqu'un, et faisait confiance à quelqu'un qui comprenait quelque chose que nous avions oublié, et dont nous nous souvenons maintenant. Si vous êtes arrivé au bout de cette plongée au cœur du monde oublié des champignons médicinaux, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet véritablement à cette chaîne d'atteindre les personnes qui ont besoin de ces informations, celles qui en ont assez de penser que leur seule option est une ordonnance. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel champignon vous a le plus surpris. Êtes-vous de l'équipe cicatrisation des plaies, de l'équipe modulateurs immunitaires, de l'équipe sang et circulation? J'ai lu tous les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous vous apportons des connaissances en matière de guérison qui relevaient autrefois du bon sens. Il est temps de se souvenir